Grand 3, exemple. Action d'un champ magnétique sur un spin ennemi. On va commencer par exprimer le Hamiltonien semi-classique ici. On va commenter ce point rapidement. Petit 1, Hamiltonien semi-classique. Nous avons vu la recette qui consiste à partir de la version classique du problème pour tomber sur la version quantique en remplaçant les grandeurs physiques par des opérateurs. En physique quantique, une grandeur physique est associée à un opérateur qui agit sur des états bien particuliers, les états propres, ceux qui ont une valeur de G bien définie GI, de la façon suivante. G appliqué au 4GI égale GI 4GI. Mais la raison pour laquelle cette recette fonctionne est qu'en vrai, le monde est quantique. Et tout ce que l'on a découvert en faisant de la physique, toutes les lois établies avant de tomber sur la physique quantique, ne sont en fait qu'une conséquence de la manière dont le monde est architecturé à son niveau fondamental, quantique. Donc le fait qu'il existe des opérateurs associés à chaque grandeur physique n'est pas surprenant, puisqu'il faut penser la chose à l'envers. Il y a des opérateurs pertinents au niveau des systèmes, qui sont les opérateurs quantiques, parce que le monde est quantique. Et au cours du développement de la physique classique, on est tombé sur des grandeurs physiques correspondant à ces opérateurs-là, puisque ce sont en fait eux qui agissent dans le monde. Et donc il serait idiot de redémarrer toute la physique de zéro et d'essayer de redécouvrir les lois de la nature qui opèrent dans le monde, puisque la physique classique, on la connaît déjà. Donc tout ce que l'on a découvert sur la manière dont les grandeurs physiques classiques sont reliées entre elles dans le monde apparent, à l'échelle macroscopique, sont en fait des liens entre opérateurs quantiques, des liens entre les vraies grandeurs, les vrais observables quantiques. En particulier, dans l'exemple du spin qui va nous intéresser ici, on sait que celui-ci est associé à un moment magnétique mu qui peut interagir avec un champ magnétique B. Et classiquement, quand on a un moment magnétique mu dans un champ B, on sait qu'il y a une énergie E associée, E égale moins mu scalaire B. Si l'on regarde maintenant au niveau quantique, on ne sera pas surpris que le Hamiltonien du système, le Hamiltonien d'un moment magnétique placé dans un champ B, dont on a vu qu'il était l'opérateur associé à la grandeur physique énergie, s'écrive H égale moins l'opérateur mu scalaire B. Nous avons déjà vu cet opérateur vectoriel mu, c'est celui qui a surgi dans l'expérience de Stern et Gerlach. On a ensuite relié cet opérateur mu à l'opérateur spin S, qui est le même à un facteur multiplicatif près, le rapport gyromagnétique. Alors, on qualifie ce Hamiltonien de semi-classique parce que l'on voit que l'on n'a pas remplacé B par un opérateur. En principe, on pourrait et il faudrait, puisque le champ B, qui fait partie du champ électromagnétique, est quantifié sous la forme de photons, donc de particules élémentaires, quantiques. Mais à l'échelle macroscopique, les champs E et B, ce sont des milliards et des milliards et des milliards de photons, donc on est très loin du comportement individuel, quantique, et donc tout ça va agir en moyenne. Et donc à l'échelle où l'on va se placer, le champ magnétique B peut être considéré comme étant classique, d'où le terme de semi-classique ici. Par contre, on s'intéresse à l'action de ce champ B sur un moment magnétique individuel, qui sera lui relié au spin de la façon suivante. L'opérateur mu égale moins gamma l'opérateur S, avec gamma égale GQ sur 2M, où G est le facteur de Landé, et l'opérateur S, qui vaut pour le spin ennemi, H bar sur 2 multiplié par l'opérateur vectoriel sigma. Donc on a un certain mu0 opérateur vectoriel sigma, si l'on veut. L'opérateur vectoriel mu égale mu0 sigma. Et en prenant pour le champ magnétique B, qui a une certaine direction que l'on va noter UZ, B égale B0UZ, le Hamiltonien du système sera H égale moins mu0 B0 sigma Z. Donc, si l'on connaît déjà la physique classique associée à un problème, la recette consiste à convertir les grandeurs physiques en opérateurs qui représentent ces grandeurs physiques. Voilà le Hamiltonien du système, mais si l'on connaît le Hamiltonien du système, on connaît son évolution. Il suffit de trouver les vecteurs propres et les valeurs propres associées au Hamiltonien, et ensuite, pour n'importe quel état, le développer sur la base des vecteurs propres du Hamiltonien, puisque l'on sait comment chaque vecteur propre évolue, avec une phase, et du coup, on en déduit l'évolution du système. Voilà l'idée, c'est ce que l'on va faire, partir d'un état quelconque et regarder comment il évolue. Note. On peut appliquer cette recette qui consiste à transformer une énergie en un Hamiltonien à toutes les situations. Par exemple, quelle est l'énergie d'une particule libre qui a une certaine quantité de mouvement? Quand on dit libre, c'est-à-dire non soumise à des forces. Et il n'y a pas de potentiel, donc son énergie est juste son énergie cinétique. On a E égale P carré sur 2M. Et quel sera le Hamiltonien en physique quantique associé à une particule libre? On prend tout simplement la quantité de mouvement, on en fait un opérateur, qui sera l'opérateur quantité de mouvement, divisé par 2m, soit H égale l'opérateur P au carré sur 2m. Voilà le Hamiltonien d'une particule libre. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Si on connaît l'énergie d'un système classique, on obtient le Hamiltonien en traduisant cette énergie sous forme d'opérateur, c'est-à-dire que les grandeurs physiques deviennent des opérateurs. Petit 2, exemple spin ennemi. Nous allons prendre le Hamiltonien que l'on vient de rappeler, H égale moins mu0 B0 sigma Z, et se placer dans une base des vecteurs propres. Les vecteurs propres de ce Hamiltonien, on les connaît.
puisque ce sont les vecteurs propres de sigma z. Nous allons les noter plus z et moins z, comme avant. Plus z sera associé à la valeur propre h bar sur 2 du spin, et moins z à la valeur propre moins h bar sur 2. Soit pour le hamiltonien, h appliqué au quête plus z égale moins mu0 b0 quête plus z, et h appliqué au quête moins z égale mu0 b0 appliqué au quête moins z. Maintenant, comment évolue l'état plus z au cours du temps? On a, en faisant attention au signe, quête plus z de t égale e puissance i mu0 b0t sur h bar quête plus z de 0, et pour le quête moins z de t égale e puissance moins i mu0 b0t sur h bar quête moins z de 0. Maintenant, si l'on part d'un état psi quelconque, psi égale alpha quête plus z plus bêta quête moins z, à l'instant t, on aura quête psi de t égale alpha e puissance i mu0 b0t sur h bar quête plus z plus bêta e puissance moins i mu0 b0t sur h bar quête moins z. On voit que la quantité mu0 b0 sur h bar a la dimension d'une pulsation. On va donc la noter oméga. Oméga égale mu0 b0 sur h bar, ce qui allégera un peu l'écriture, soit quête psi de t égale alpha e puissance i oméga t quête plus z plus bêta e puissance moins i oméga t quête moins z. On va maintenant partir de l'état plus x, qui s'écrivait dans la base des plus z moins z, plus x égale 1 sur racine de 2 quête plus z plus 1 sur racine de 2 quête moins z. Et donc à l'instant 0, on aura psi de 0 égale quête plus x. Et à l'instant t, on aura psi de t égale 1 sur racine de 2 e puissance i oméga t quête plus z plus 1 sur racine de 2 e puissance moins i oméga t quête moins z. On voit donc que les deux termes vont se déphaser, et l'on voit que lorsque les deux termes sont exactement en phase, l'état psi de t sera le quête plus x, et quand ils sont en opposition de phase, le quête psi de t sera devenu moins x, puisque le quête moins x a la même expression que le quête plus x, à l'exception du signe. Explicitons tout cela en calculant les produits scalaires entre le quête moins x et le quête phi de t, et le quête plus x et le quête phi de t. On part de l'état psi 0 égale plus x. Cet état évolue à cause du champ B, et nous allons regarder comment il se décompose sur les quêtes plus x et moins x. Commençons par moins x. Donc on prend son bras et on le multiplie par le quête psi de t. Braquette moins x psi de t égale 1 sur racine de 2 bras plus z moins 1 sur racine de 2 bras moins z, fois, entre parenthèses, 1 sur racine de 2 e puissance i oméga t 4 plus z plus 1 sur racine de 2 e puissance moins i oméga t 4 moins z. La base est orthonormée, donc les termes croisés font 0, et il reste 1 demi de e puissance i oméga t moins 1 demi de e puissance moins i oméga t égale e puissance i oméga t moins e puissance moins i oméga t sur 2, soit i fois sinus de oméga t. Faisons maintenant le produit scalaire de psi de t avec plus x, et on obtient e puissance i oméga t plus e puissance moins i oméga t sur 2, soit le bracket plus x psi de t égale cos oméga t. Donc en partant de l'état plus suivant x, on voit que soumis à un champ B, le produit scalaire plus x psi de t évolue en cos oméga t, ce qui signifie que si l'on mesure le spin de la particule dans la direction plus x, on trouvera mu0 avec la probabilité module au carré de cos oméga t, soit cos carré de oméga t. Et l'on trouvera moins mu0, c'est-à-dire le spin aligné suivant moins ux, avec la probabilité module au carré de i sin de oméga t, c'est-à-dire sin carré oméga t. Bien sûr, la somme des probabilités, cos carré plus sin carré vaut 1. C'était juste un exemple, le point clé de tout ce que l'on vient de voir étant que si l'on connaît le système, c'est-à-dire que l'on sait comment s'exprime son énergie, alors on transforme les grandeurs en opérateurs quantiques, l'opérateur sigma z dans cet exemple, et une fois que l'on a le hamiltonien, on détermine ses vecteurs propres et ses valeurs propres associées, et une fois qu'on a tout ça, alors l'évolution du système est connue, puisque n'importe quel état du système, qui s'exprime comme une combinaison linéaire des états propres du hamiltonien, va évoluer comme la combinaison linéaire des évolutions des vecteurs propres. Et les évolutions des vecteurs propres sont triviales, elles sont données simplement par e puissance i fois l'énergie fois t sur h bar, fois le vecteur initial. Donc si l'on connaît le hamiltonien et que l'on a ses vecteurs propres et les valeurs propres associées, on a résolu la dynamique de tout le système, quel que soit son état de départ, de la façon qu'on vient de voir. Alors, il reste la restriction que l'on a mentionnée plus tôt, qui est que dans tout ce que l'on a fait jusqu'ici, l'opérateur h est supposé lui-même ne pas dépendre du temps. Nous sommes partis de l'équation de Schrödinger et l'on a supposé que les vecteurs propres et les valeurs propres du hamiltonien ne variaient pas au cours du temps. Donc on prend un système, on le laisse évoluer, mais nous nous sommes imposés de ne pas changer les conditions d'évolution en cours de route. Ça peut se faire, mais si h dépend du temps, évidemment l'intégration n'est plus aussi triviale qu'avec juste l'exponentielle. Question.
Comment sait-on que le Hamiltonien que l'on a utilisé ici et celui de l'équation de Schrödinger sont les mêmes? Parce que l'on a vu que le Hamiltonien de l'équation de Schrödinger est bien la grandeur qui se conserve au cours du temps, donc la grandeur qui se comporte comme une énergie. L'énergie n'est rien d'autre que ce qui se conserve au cours du temps. On verra par ailleurs plus loin comment cette analogie avec la physique classique s'ancre de façon vraiment profonde quand nous verrons le théorème d'Ehrenfest. Et à ce moment, on verra directement la correspondance en pratique entre le monde classique et le monde quantique, le monde classique apparaissant véritablement comme le résultat moyen attendu pour les grandeurs quantiques. C'est un théorème qui se démontre en deux lignes, mais il faut avoir introduit d'autres types d'opérateurs, ce que l'on va faire justement maintenant. On va enfin introduire les opérateurs position et quantité de mouvement, et donc enfin faire des choses dans l'espace.